Merci à tous d'être avec nous pour notre prochain panel, notre prochaine discussion qui s'intitule « L'Europe sous pression ». En effet, l'élection de Donald Trump en novembre 2024 a accentué les tensions géopolitiques et notamment transatlantiques et mis l'Europe face à une série de défis. Des défis politiques, des défis géopolitiques, des défis économiques et des défis, bien sûr, on en a parlé, technologiques. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Europe se retrouve confrontée à son destin. Elle n'a d'autre choix que de réagir pour retrouver des marges de manœuvre, défendre ses intérêts et conquérir enfin cette autonomie stratégique à laquelle elle aspire depuis fort longtemps. Pour en débattre, j'ai l'honneur d'accueillir sur scène un panel d'experts de tout premier plan que j'invite à me rejoindre sur scène dès maintenant, sous vos chaleureux applaudissements bien sûr. Merci. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Une brève présentation de nos illustres invités avant de commencer notre discussion. À mes côtés, Jonathan Cohen, qui est diplomate américain, ancien représentant adjoint des États-Unis auprès des Nations Unies. Yves Leterme, ancien Premier ministre belge. Nous avons également avec nous Tariq Krim, qui est entrepreneur et penseur visionnaire de la tech européenne. Augustin de Romanet, président de Paris Europlace, et Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France à l'ONU et aux États-Unis. Merci d'être avec nous cet après-midi. So I'm going to switch to English to kickstart this discussion with you, Ambassador Cohen, as a career diplomat, a non-political appointee, former US Deputy Representative to the United Nations. You cannot comment, obviously, on behalf of current or past US administrations. Nevertheless, this panel discussion is titled Europe Under Pressure. And what's undoubtedly a source of pressure for Europe today is a different relationship with this traditional ally of the United States. And the realization that it cannot rely on the US like it has in the past, militarily, geopolitically, I'm tempted to say, politically, and there are also economic tensions, of course. So could you maybe start by giving us a clearer view of how Europe is perceived currently in the US, and why and how the relationship has changed, and how it bodes for the future power structures across the globe? Well, thank you for having me today, and let me start with repeating the disclaimer. I don't speak for the US administration or for its opponents, but I want to try and provide the best analysis I can of why we're seeing the dynamics that we are in the US-Europe relationship. I spent 35 years in the US Diplomatic Corps, and a large portion of that working on US-European relations. So I come to this with a lot of time spent trying to build up what I think is looking more like the old order. So why has that changed, and what's going on there? I would say, to start with, what we're seeing coming from America doesn't represent America as a whole. It represents this administration and principally the MAGA core and an outsized influence of tech leadership. And we can come back to that. The other thing is this is not necessarily a forever shift. The administration has 4 years before the next presidential election, but less than 2 years before the next congressional elections. And things can change. As I said, there's no consensus among the US population to move away from Europe or have an adversarial approach to the relationship with Europe. But that is reflected in the leadership right now. There are reasons that we can dig into as to why that is the case. But in the interest of time, let me move on and say that you asked how Europe is viewed. And partly this is a caricature, but I would say that among the MAGA core and important parts of the US government, Europe is seen as having taken advantage of American generosity over the years, both in security and in trade.
and as having set up structures and regulations and tax regimes that disadvantage U.S. interests commercially. And socially, and in terms of norms, there's a perception that Europe has moved further to the left, while the U.S. has moved further to the right. So in the normative value space, we've been moving apart. You've seen comments about Europe being, to caricature it, being a woke continent of freeloaders. And I think it's important to understand that the one thing that I think there is a consensus on among the US public is in defense spending, that there's a broadly shared sense that Europe has underspent on defense for many decades. To be in touch with the shifting power dynamics in the US, I think it's also important to understand that within the administration there are at least 3 different camps of foreign policy outlook. One is a more traditional hawkish conservative Republican internationalist camp. One is, let's call it a neo-isolationist, we need to take care of our business at home and the rest of the world is on its own camp. And the third is what I would call deal-maker disruptors. And I think you can put the president and a number of the other people around him into that camp who want to shake up the playing board and see where the chips fall and see if they can get a better deal than the one that they had before. Thank you very much for that. Some great discussion and starting points here to kickstart this conversation. First of all, is Europe being rather sentimental when really, clearly, from what you've said, it's all about the bottom line? That's how we perceived. And I guess that's a question for our next guest here. À présent, j'aimerais vous faire réagir, Monsieur l'ambassadeur Gérard Araud, vous qui avez été ambassadeur de France aux États-Unis. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps à analyser, bien sûr, Trump, son administration. Vous avez des vues personnelles que vous avez rendues très claires sur le président américain. Mais j'aimerais plutôt revenir sur la réaction de l'Europe par rapport à la politique américaine étrangère. La deuxième administration Trump, ses méthodes peu diplomatiques, pas dans le sens traditionnel du terme en tout cas, et ses idées peu orthodoxes, du Moyen-Orient à Panama, le Canada, le Groenland, etc. Alors, quelles sont les implications en termes de sécurité pour l'Europe dans un monde, n'oublions pas, où d'autres puissances, comme la Russie ou la Chine, par exemple, et la montée des populismes, représentent également un danger? Et quel est le rôle que la France pourrait exercer ou jouer dans cette nouvelle stratégie de défense européenne? J'espère que j'ai 6 heures pour répondre. Hélas, non. Quelques minutes simplement. Questions. Je voudrais d'abord dire que je suis légèrement en léger désaccord avec M. Cohen, parce que je pense qu'en réalité, il y a une tendance de long terme pour les États-Unis, d'une certaine manière, de se désengager d'Europe. Je pense qu'il ne faut pas surestimer l'importance de Donald Trump. Je me rappelle l'interview qui avait été donnée par le président Obama à The Atlantic en 2016, où en gros il avait dit que l'avenir du monde se déciderait entre Los Angeles et New Delhi. Il y a aux États-Unis le sentiment très fort que la menace est en Asie, c'est la Chine, ce n'est pas la Russie. Pour citer le sénateur Romney, une station-service avec des armes nucléaires. La Russie est un problème, mais n'est pas une menace globale. La Chine est la menace globale. Et par ailleurs, la croissance, eh bien, la croissance, elle est entre New Delhi et Los Angeles. On a un peu l'impression qu'aux yeux des Américains, en termes technologiques, en termes économiques, l'Europe est en train de devenir un peu une périphérie du monde. Et donc la différence, je dirais, entre une présidente démocrate et un président républicain, c'est que la présidente démocrate aurait sans doute fermé la porte en nous disant au revoir, c'était bien, alors que Trump nous claque la porte sur les doigts et ça fait mal. Mais nous sommes en présence d'une tendance de long terme. Il ne faut pas penser que dans 3 ou 4 ans, ça redeviendra comme avant. Et donc les Européens, nous sommes aujourd'hui, mais c'est pas, je dirais que ce n'est pas tellement un exercice universitaire, parce que c'est dans 5 semaines peut-être. Nous allons avoir des questions qui vont se poser, mais vraiment dans l'urgence, et ce n'est pas le moment d'essayer de discuter de autonomie stratégique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce qui se passe si Donald Trump abandonne l'Ukraine, ce qui est possible? Qu'est-ce qui se passe demain?
pour défendre l'Estonie et la Lettonie. C'est aussi possible. Parce que, comme vous le savez, l'OTAN, ça repose sur la crédibilité de la garantie américaine et pas sur le fait de savoir si les États-Unis sont ou ne sont pas dans l'OTAN. Si demain Poutine dit « Est-ce que Donald Trump fera la guerre pour l'Estonie ?», la réponse est évidente, non. Donc, autre question pour les Européens, mais ça, c'est quelque chose que nous pouvons nous poser dans les semaines qui viennent. Et troisième question, évidemment, c'est la guerre commerciale. La guerre commerciale qui vient et qui vient sans doute demain. Donc je dirais que pour les Européens, nous ne sommes pas dans le long terme, nous sommes dans le très court terme. Nous allons être face, il y a un tsunami qui vient et nous allons devoir réagir. Et on voit bien réagir dans des circonstances particulièrement difficiles, car nous n'avons pas les cartes en main, et en particulier d'un point de vue militaire. Et on voit le président de la République française, le Premier ministre britannique en particulier, qui essayent de conduire un sursaut européen, puisque nos amis allemands sont encore dans les souffrances de la constitution d'une coalition. Donc c'est un problème qui arrive, qui est un problème de très court terme, un problème qui va demander aux Européens de prendre des décisions dans le court terme. Ensuite, alors on peut parler, vous avez l'augmentation des budgets de la défense, mais les experts vous diront que ça ne fera pas d'effet avant 5 ans de pouvoir constituer des forces armées proportionnées à la menace. Vous avez aussi la question d'une organisation militaire européenne, car ne l'oublions pas, nous n'avons pas d'organisation militaire européenne. L'Union européenne n'a pas les moyens de conduire des opérations militaires de grande envergure. Mais qu'est-ce que nous avons l'OTAN? Est-ce qu'il est possible d'européaniser l'OTAN? Donc il y a toute une série de questions de court terme, de moyen terme, qui se posent aux Européens et qui se posent de manière, je dirais, à la fois brutale et immédiate. Alors peut-être que ça conduira les Européens enfin à prendre des décisions. Parce que dernier point, vous disiez en introduction que les Européens rêvaient de l'autonomie stratégique depuis longtemps. Absolument pas. Les Européens ne voulaient surtout pas d'autonomie stratégique. Les Européens se satisfaisaient totalement d'être sous la protection américaine. Et je peux l'assurer, parce que pendant 30 ans, comme diplomate français, j'ai été la chèvre de M. Seguin à crier autonomie stratégique, pendant que tous nos partenaires européens disaient autant, protection américaine. Alors peut-être que le monde a changé, et peut-être que, en tant que diplomate français, je pourrais enfin dire « I told you so ». Et peut-être qu'en France, avec notre tradition gaulliste, nous avions d'autres ambitions. En ce qui concerne notre souveraineté militaire, en tout cas. Vous avez évoqué un point important, Monsieur Haro, vous avez évoqué peut-être cette dichotomie qui existe certainement ici en Europe, l'Europe qui, finalement, dans le monde actuel, est plutôt un middle power, que le grand pouvoir qu'on espère toujours être. Donc j'aimerais vous demander, vous qui avez été à la tête de la Belgique en tant que Premier ministre, mais également aux manettes du Conseil de l'Union européenne, pendant la présidence belge, bien sûr, d'évoquer cette crise de confiance en Europe. C'est le thème de notre édition du Forum cette année, la confiance, avec cette méfiance des citoyens envers leurs institutions, une certaine défiance également entre États membres, mais aussi un certain doute existentiel, disons-le, sur les capacités de l'Europe justement à se créer son propre destin. Alors, selon vous, quels sont les leviers, les solutions peut-être pour regagner cette confiance, restaurer la légitimité du projet européen et faire en sorte que l'Europe cesse d'être un spectateur dans un monde qui bouge, souvent sans elle, très clairement, et comment doit réagir cette Europe à la croisée des chemins? Mais là, pour paraphraser l'ambassadeur, il ne faut pas 6 heures, mais il faut au moins 6 mois pour répondre à votre question. Tout d'abord, au niveau de la question, je ne suis pas persuadé que les autorités européennes fassent exception sur la question de la méfiance. Je crois qu'aussi envers les gouvernants en général, envers les autorités nationales, il y a beaucoup de méfiance. Je crois au niveau européen, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fait que durant plus que des siècles, c'est l'Europe qui décidait du monde et maintenant c'est le monde qui décide de l'Europe. Et ce changement devient palpable pour les citoyens dans un laps de temps de quelques semaines. Il se passe dans une semaine autant qu'il se n'est passé dans le passé
dans une décennie. Excusez-moi, je ne suis pas francophone, donc j'espère que c'est très clair, que j'arrive à m'expliquer. Et donc, nous sommes face à ce choc et nous devons réagir. Et là où j'ai un peu peur, c'est pas tant la méfiance, c'est que par le passé, et je crois que François Fillon était autour de la table à ce moment-là aussi, nous avons vu que dans les moments de crise, et ce qu'on dit aussi aujourd'hui, chaque fois dans les moments de crise, l'Europe, l'Union européenne, la construction européenne, les dirigeants européens arrivent à accélérer les processus et arrivent à trouver des réponses. Crise financière, enfin crise bancaire, crise financière, le Covid. Et donc il y a un espoir que maintenant aussi on pourra faire des pas de géants confrontés au choc que je viens de décrire. Le problème étant que, comme l'a dit l'ambassadeur, dans le cas de la crise, M. de Romanet était là aussi, la crise bancaire, la crise financière, les réponses avaient un effet, enfin le risque était immédiat, mais les réponses avaient un effet immédiat aussi. Au niveau de la production de masques et des mesures à prendre pour le Covid, on avait la capacité d'apporter des solutions qui avaient immédiatement avoir un effet. Le problème, c'est que là, le temps du militaire, c'est le temps long. Et donc je crois que le citoyen lambda, mais qui suis-je pour vraiment dire ce que le citoyen pense de cette construction européenne, je crois qu'il a l'impression que, pour utiliser la langue de mon voisin, Europe has been for a very long time big on small and small on big. And they expect Europe to be big on big and small on small. Donc je crois que l'intégration européenne, c'est un des développements, je crois, en parallèle avec la Chine qui est réentrée dans l'histoire. Je crois que l'intégration européenne, c'est vraiment la prestation humaine depuis la Deuxième Guerre mondiale la plus impressionnante. Seulement, cette intégration s'est faite pas à pas sur base de prises de décisions très complexes, 27 pays actuellement. Ça restera complexe et donc il faut avoir l'espoir que sur 3-4 domaines essentiels, l'Europe arrivera à avoir un delivery, de délivrer des décisions. Et je dirais que c'est la sécurité, avec la géométrie variable au niveau des pays qui sont autour de la table, c'est l'économie. Et j'ajouterais qu'au niveau de la gouvernance et au niveau de le modèle sociétal, on arrive aussi à prendre des décisions. Mais donc pour synthétiser ma réponse à votre question, premièrement, je ne suis pas persuadé que l'Union européenne pâtit de plus de manque de confiance que les autres niveaux de pouvoir. Deuxièmement, je crois que l'Europe a une grande capacité confrontée aux crises, mais il y a un footnote, c'est que cette fois-ci, le temps militaire est un temps long. Et last but not least, je crois que l'Europe doit se concentrer sur l'essentiel, laisser un peu les autres choses de côté, avoir une délivrance de vraies décisions, rebâtir une confiance avec les citoyens via une action, une prise de décision et d'apporter des solutions concrètes. Et ça, il faut sur la sécurité, l'économie, la gouvernance et la défense de notre modèle sociétal. Merci. On va aborder maintenant de façon très concrète cette question des investissements dans la sécurité, bien sûr, avec vous, Augustin de Romanet. Dans un contexte de désengagement qui sera temporaire ou pas, d'ailleurs, des États-Unis, l'Europe a besoin de renforcer, de développer son industrie de défense et son indépendance, bien sûr. Alors récemment, lors du sommet européen, Emmanuel Macron a plaidé pour une préférence européenne en matière d'achat de matériel militaire, parce que plusieurs estimations actuellement chiffrent cette dépendance entre 60 et 80% des achats de défense européens qui seraient faits donc auprès d'entreprises américaines. Alors quid du Buy European Act? Que faudrait-il pour que la commande publique européenne joue enfin un rôle de levier stratégique? Et comment est-ce qu'on peut orienter nos capitaux européens, et l'épargne privée notamment, qui est quand même très importante sur ce continent, vers nos priorités industrielles, écologiques, ne l'oublions pas, on n'en a pas encore parlé, et numériques, bien sûr. Bon, avec 17 questions, il faut 17 heures alors. Bien, alors d'abord pour rebondir sur ce que disait Gérard Haraud, c'est vrai que ça vient de loin. Je me souviens qu'avant même l'élection de Donald Trump, il y a 6 mois, Larry Summers venait faire une petite présentation à Paris et il nous disait au fond, qu'est-ce que pensent les Américains de l'Europe? Ils pensent que les Européens dépensent 400 milliards pour leur défense. Les États-Unis dépensent 900 milliards pour leur défense. La différence, c'est 500 milliards, ça sert aux Européens à subventionner Airbus.
Donc on ne veut plus que les Européens nous fassent concurrence avec les économies qu'ils font sur la défense pour subventionner leur industrie. Donc nous sommes dans une compétition mondiale pour la réindustrialisation. Pendant longtemps, les Américains ont pensé aussi qu'ils pouvaient laisser l'industrie et les manufactures aux autres régions du monde. Et aujourd'hui, ils veulent se réindustrialiser. C'est pour ça que l'IRA de Joe Biden, c'était déjà le début de ce repli sur une manufacture aux États-Unis. Donc cette question de l'autonomie européenne, elle redevient effectivement cruciale, ce d'autant plus que nous n'avons pas du tout réglé toutes nos contradictions. Prenons le Danemark. Tout à l'heure, notre intervenant citait l'exemple du Danemark comme un pays dans lequel on pouvait couper tous les services donnés par les GAFA. Ça rejoint un éditorial d'ailleurs de la revue des directeurs informatiques qui s'appelle le SIGREF, dans lequel vous verrez ce mois-ci une petite fable. Que se passe-t-il si on coupe Google, Meta, Microsoft, etc. au Danemark? Le pays ne peut plus vivre. Et pourtant, le Danemark, qui se voit invité de céder quasiment gratuitement le Groenland, est en train d'expliquer qu'il veut acheter des F-35. Alors qu'en Europe, nous avons deux autres véhicules, deux autres avions, le Rafale et l'Eurofighter. Donc, la première question qui se pose est politique. C'est dans quelle mesure chaque pays européen se sent responsable d'avoir une industrie européenne autonome. Deuxième point, ça prendra du temps. Nous avons en Europe, et plus particulièrement en France, qui est l'industrie de défense la plus puissante, l'habitude de faire des armes très perfectionnées qui mettent beaucoup de temps à être produites. La question aujourd'hui, c'est de produire de très nombreuses armes à bas coût. Des munitions, de la poudre, de l'artillerie. Et donc ça va prendre 3 ou 4 ans au minimum, que de reconstituer une industrie d'armement très éclatée, puisque pour la seule France, vous avez tous entendu parler de ce nouvel acronyme qui s'appelle BITD, qui explose depuis 2 semaines. C'est la base industrielle et technique de défense. En France, nous avons 4000 entreprises de la BITD, dont beaucoup de très petites. Donc il s'agit de retrouver des rapports raisonnables entre donneurs d'ordre, sous-traitants ou sous-traitants de deuxième rang, pour recréer cette industrie de défense qui produit en masse des armes qui sont capables de permettre de tenir longtemps sur le champ de bataille. C'est la question que posait Gérard à propos de l'Estonie et de la Lettonie. C'est une question qui peut se poser demain matin, et donc il n'est sûrement pas trop tard pour s'y préparer. Donc je ne vais pas être trop long dans ma réponse parce que je pourrais broder autour des grandes réunions qui ont eu lieu en France la semaine dernière sur le financement de cette base industrielle de défense. Mais ce qui est tout de même intéressant, c'est que ça va très loin dans l'appel à l'opinion publique, puisque le ministre Éric Lombard a parlé de faire financer par chaque Français, avec des tickets unitaires de 500 €, des fonds de la Banque publique d'investissement pour alimenter en fonds propres les PME de la défense. On estime que pour monter en puissance, on a au moins besoin de 3 milliards de fonds propres pour venir abonder le besoin en fonds de roulement et les investissements nécessaires pour le redémarrage de toute cette industrie française de la défense. Donc je crois que la question finale, c'est celle de la souveraineté. Vous savez que les Américains ont un système qui s'appelle ITAR, qui est une réglementation qui oblige les industries américaines à ne pas divulguer les secrets de leurs armes à quiconque à l'étranger sans l'autorisation du gouvernement américain. Autant dire, lorsque vous achetez une arme américaine, vous n'êtes pas indépendant. C'est d'ailleurs le cas du Royaume-Uni avec l'arme nucléaire qui, à tout moment, peut être bloquée dans son fonctionnement par les États-Unis. Donc il s'agit d'un enjeu de très long terme et qui rejoint la prise de conscience par l'Europe de la nécessité de son autonomie financière. Alors, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si vous le souhaitez, mais nous savons désormais que dans la lutte des empires entre la Chine d'une part et les États-Unis d'autre part, et je partage tout à fait l'avis de ceux qui estiment que la Russie n'est pas un sujet pour les États-Unis, l'Europe a une obligation existentielle de se réunir autour de cette industrie de défense, et c'est une justification ex post de tous ceux qui avaient des forts doutes sur l'euro. Moi-même, d'ailleurs, j'avais un moment, pour avoir été un très très grand artisan de la construction, de la réalisation de l'euro, j'ai de temps en temps eu des doutes en me disant, après tout, on avait fait l'euro pour avoir une politique financière commune, une rigueur budgétaire commune, nous avons échoué, nous avons un endettement énorme, est-ce qu'au fond, l'euro n'a pas été une erreur?
Je ne crois pas. Je crois que l'euro, c'est le début de la prise de conscience du fait que dans la guerre des empires, nous avons le devoir non seulement d'être indépendants financièrement, mais aussi militairement. Et il y a un autre empire qui a émergé, c'est celui de la technologie américaine, n'est-ce pas, Tariq Krim? Alors je me tourne vers vous parce que vous avez un profil intéressant, bien sûr. Vous êtes entrepreneur et philosophe de la tech. Vous êtes également le fondateur de NetVibes et Jolly Cloud, l'ancien vice-président du Conseil national du numérique. Vous avez aussi une newsletter, Cybernetica FR, qui explore les enjeux de souveraineté numérique, de résilience, mais également ce qui est intéressant, d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes ici avec nous aujourd'hui, les enjeux technologiques et comment ils se sont invités dans la géopolitique actuelle. Alors rapidement, pourquoi j'évoquais cet empire? Parce qu'on voit très bien aux États-Unis se profiler en fait une vision technologique très différente, la technologie qui devient une force de pouvoir quasi autonome, avec de grands technologistes, comme je peux les appeler, comme Musk et Thiel, qui sont en train de prendre un pouvoir considérable, un pouvoir politique, bien sûr, alors que nous, en Europe, on est très loin de cette vision-là. Alors, pourquoi on en est là? Pourquoi on a cette idée qu'il y a une certaine forme de déclassement technologique ici en Europe par rapport notamment aux États-Unis, mais la Chine également? Et pourtant, on a des talents ici en Europe. Alors, comment fait-on pour avancer sur cette question de la souveraineté technologique? Écoutez, déjà, il faut rappeler une chose. L'Europe ne manque pas de talent, d'ingénieurs. Les deux fondements de l'Internet, à savoir le web et Linux, ont été inventés en Europe. Il fut un temps, pas si éloigné d'ailleurs, où un téléphone mobile sur 3 était fabriqué en France. On était dominant dans plein de domaines. Et je pense qu'il y a, en fait, pour être très simple, il y a 3 dates importantes. La première, c'est 1993. Je pense qu'on a sous-estimé que quand Gore et Clinton lancent le projet des Super Information Highway, en fait, c'est la nouvelle révolution industrielle numérique. Ils ont construit une économie exceptionnelle autour de l'Internet qui leur donnait un pouvoir absolument extraordinaire. En Europe, quelle était la priorité en 1993? Le diesel propre. Donc on a fait des choix. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que moi qui ai à la fois travaillé dans la Silicon Valley et en Europe et en France, qui essayait de monter des équipes comme dans la Silicon Valley en France, c'est vrai qu'il y a une chose qu'on a du mal à comprendre en Europe, c'est que la technologie, c'est un peu comme le cinéma, c'est des talents. Parler de Musk ou parler de Thiel, mais on pourrait marquer des gens que j'ai fréquentés, que j'ai connus dans la vallée, tous ces gens sont des personnes singulières, avec des visions singulières, avec des équipes singulières. Et donc tout le travail extraordinaire qui a été fait dans la Silicon Valley, c'est de construire, d'assembler toutes ces équipes pour construire des géants. Ensuite, il y a une deuxième date importante qui est 2007, qui est le moment où l'iPhone et le cloud arrivent. Et d'une certaine manière, sans qu'on s'en rende compte, la puissance de domination des US s'est également immiscée dans nos intimités, puisqu'on a tous un téléphone avec toutes nos photos stockées sur Google ou sur iCloud, et que soudain, il y a une économie de rente extraordinaire qui s'est construite. Et avec une chose que les États-Unis savent faire mieux que tout le monde, c'est ce qu'on appelle le scaling, c'est-à-dire la capacité. Il faut bien comprendre que toutes les startups dont on parle, au départ, c'est 2 personnes dans un garage. Et ensuite, ça devient des sociétés qui maintenant dépassent le $1 trillion. Donc il y a eu une expertise pour ça, parce qu'on a choisi les bonnes personnes, on leur a donné un environnement qui était vraiment pensé pour ça, et aussi, il faut le dire, un coup de pouce des différentes administrations américaines. La troisième date, qui est, on peut dire, 2019, ou on pourrait dire le début de la guerre en Ukraine, c'est qu'on a commencé à comprendre que cet espace numérique était aussi politique. Les États-Unis l'ont compris très vite quand Google a été piraté par les Chinois, et donc on a compris en fait qu'on investissait énormément en Chine, on donnait beaucoup de technologie, mais en fait finalement on avait un adversaire technologique. La Chine a fait ce que l'Europe n'a pas fait, c'est-à-dire se rendre indépendant. À chaque fois qu'il y a eu des sanctions, la Chine en fait a construit ses propres produits. On l'a vu aussi avec DeepSeek, le concurrent de OpenAI, qui était excellent. Depuis quelques jours, ils ont annoncé qu'ils sont capables de faire maintenant de l'ultraviolette, donc de faire comme ce que fait ASML pour les puces, la possibilité d'aller dans les puces de très haute génération. Et la guerre en Ukraine nous a aussi montré que la nouvelle guerre est numérique. Et que donc, on parlait tout à l'heure d'armement, mais si vous n'avez pas la bonne technologie, si vous n'avez pas toute l'infrastructure numérique qui va avec,
ces outils ne servent à rien. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu vu passer les trains, et je pense qu'il n'y a pas de solution si on ne comprend pas que le problème est d'abord technologique. Il faut remettre les ingénieurs au cœur du projet. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer à creuser des solutions éventuelles pour redorer le blason de la tech ici en Europe, j'aimerais revenir, ambassadeur Haro, sur ce que vous avez évoqué précédemment, sur notre dépendance technologique et sur la technologie utilisée comme un levier diplomatique aujourd'hui, notamment par la nouvelle administration américaine. On se souviendra que les négociateurs américains, bien sûr, ont brandi la menace d'une coupure de Starlink en Ukraine pour influer sur les négociations relatives à la fin du conflit. Alors qu'on est quand même dans un système avec des chaînes de valeur qui restent profondément globalisées et interdépendantes. Vous évoquiez les puces, notamment ça, les puces en Europe. On a un retard certain par rapport à nos amis américains et chinois. Donc, quelle est votre vision, vous, pour reconstruire cette indépendance technologique ? Je voudrais revenir aussi sur un point qui est très difficilement compréhensible par les Français. Vous pensez, en tant que Français, que le Rafale est un avion européen? Non, c'est un avion français. Il faut se rendre compte que pour nos partenaires européens, d'abord, et au moins jusqu'à l'élection de Donald Trump, ils concevaient leur sécurité non pas dans un cadre européen, mais dans un cadre euro-atlantique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'attachement civilisationnel, l'attachement existentiel, l'attachement sentimental des Européens pour un monde qui allait ou qui va toujours de Vancouver à Varsovie. Et donc, lorsque les Français grognaient en disant « ouais, les Belges achètent du F-16, eh bien, pour tous les autres pays européens, c'était leur horizon normal. C'était cet espace de sécurité euro-atlantique. Et c'est cela qui explique, je pense, en particulier, les difficultés que nous avons aujourd'hui. Il faut comprendre que pour tous les Européens, ce qui se passe, c'est un traumatisme essentiel. C'est-à-dire que leur vision de leur sécurité, leur vision de leur civilisation est remise en cause par Donald Trump. Alors vous avez en Europe de l'Ouest un aspect très civilisationnel. Vous savez, moi, le premier discours de Donald Trump au moment de son inauguration en 2017, j'étais donc à Washington, mon collègue allemand était en larmes. Parce que pour lui, parce que pour la République fédérale d'Allemagne, elle a été créée par les États-Unis. Il y a un attachement fondamental des Allemands de reconnaissance pour les États-Unis. Et donc, cela en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est, disons-le, les Européens de l'Est qui se sentent menacés dans leur existence par la Russie fondent leur sécurité sur la garantie américaine. Vous n'allez pas dire aux Polonais « faites confiance à la garantie franco-britannique ». Ils savent ce que ça valait en 1939. Demandez pas aux Tchèques de faire confiance à la garantie franco-britannique. Ils savent ce que ça valait en 1938. Donc il y a là une sorte de, je dirais, quasiment de panique. Et lorsque c'est vrai, comme le faisait remarquer Augustin, quand on voit que non seulement les Danois achètent du F-35, mais les Allemands continuent d'ailleurs, annoncent qu'ils vont acheter du F-35, il y a là derrière un petit, disons quand même également, un espoir, vous voyez. Au fond, pour beaucoup d'Européens, c'est un peu Madame du Barry sur l'échafaud, encore un moment Monsieur le bourreau. C'est-à-dire que beaucoup d'Européens espèrent que finalement, derrière ça c'est depuis 2 mois qu'on a Donald Trump, on s'en tirera comme au cours du premier mandat. Au cours du premier mandat, Trump avait déjà à critiquer l'OTAN, menacer l'OTAN. Et qu'est-ce qu'avaient fait les Européens? Ils avaient annoncé qu'ils dépensaient 100 milliards de plus pour leur défense et ils allaient tous à Washington. Et là, à Washington, ils découvraient qu'ils avaient besoin de F-35. Et ça avait suffi à Donald Trump. Je pense que pour beaucoup d'Européens, aujourd'hui, ils sont encore dans cet état d'esprit. Ils sont encore en train d'espérer que ça ne soit pas si mal que ça. Voilà.
En ce qui concerne la technologie, il y avait la référence au modèle ITAR. Moi, en tant qu'ambassadeur, il m'est arrivé plusieurs fois de prendre ma canne, mon chapeau, mes gants beurre frais et d'aller au département d'État pour essayer d'obtenir que des armements français qui avaient des équipements américains puissent être vendus à tel ou tel pays. Et il m'est arrivé assez souvent que les Américains disent non. Et que donc notre produit ne puisse pas être vendu à ce client et le lendemain, le client acheter américain, un produit américain. Ça, c'est de bonne guerre. Mais là, vous vous rendez compte que c'est la remise en cause quasiment de 70 ans de pensée, d'organisation, parce que jamais les Européens n'ont pu imaginer que leur sécurité serait d'une certaine manière dissociée de celle des États-Unis. Donc ce à quoi vous appelez, je dirais avant même de parler de solutions techniques, qui d'ailleurs prendront des années et demanderont des moyens financiers considérables, il faut déjà qu'il y ait là derrière une volonté politique unie. Or, je suis vraiment désolé, mais quand je donnais des cours à Sciences Po, je disais toujours à mes élèves, lorsqu'il y a un problème avec l'Europe, vous pouvez tout de suite dire, les Européens seront divisés. Et les Européens sont divisés. Oui, quand il y a des problèmes majeurs, comme faisait remarquer le Premier ministre avec raison, à la fin, on arrive à prendre la bonne décision, les Européens. Mais en général, c'est toujours trop tard et trop peu. Too late and too little. Voilà, c'est les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Les Américains imposent 100%. Nous, pourquoi 37%? Est-ce que notre industrie automobile est plus performante que l'américaine? Non, à l'évidence. Mais c'est le résultat d'une décision à 27 entre Allemands et les autres. Donc, ce dont nous avons besoin, d'abord, c'est un sursaut politique. Merci. Monsieur le Premier ministre, je vous vois réagir. Je voulais rebondir sur l'idée du temps long et donc le fait que ce qu'on a maintenant avec Trump, que ça cadre dans le développement d'un long terme. On a eu le Pacific Pivot d'Obama et bon, voilà, c'est bipartisan, hein, la prise de position. Je crois d'un autre côté qu'il y a quand même quelque chose d'exceptionnel et qu'on peut continuer à souligner. Je suis d'accord qu'il y a ce long terme, mais de là à voir les États-Unis, monsieur l'ambassadeur, voter aux Nations Unies avec la Corée du Nord, la Russie, etc., des résolutions contre les points de vue des Européens, il y a quand même une nuance. Et donc, moi, personnellement, je crois que naturellement, nous devons investir tout ce qu'on peut dans l'autonomie stratégique. On doit travailler à une self-reliant, je ne sais pas comment on dit en français, une position beaucoup plus autonome, avec une capacité d'autonomie beaucoup plus importante. Mais il ne faut pas lâcher ce qu'on a de commun avec les Américains. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas généraliser ce qui arrive maintenant, ce qui est vraiment exceptionnel, et c'est des outrances qu'on voit. Même au niveau de la gouvernance démocratique, ce que je vois, moi, à la télévision, des gens, des patrons de grandes entreprises qui sont à côté du président et qui applaudissent à des executive orders qui sont signés, qui sont dans leur intérêt, qui font partie du système, qui ont sponsorisé des campagnes. Il y a un monsieur du gouvernement, enfin, monsieur Musk, maintenant, il achète des juges par les électeurs. Enfin, j'ose croire qu'il y a encore quelque part une communauté de valeurs entre les Européens et les Américains. Sinon, l'avenir sera encore plus difficile parce que ce que nous réalisons en tant qu'Européens, c'est que 2/3 à 3/4 du monde ne pensent pas comme nous. Je crois que les Américains doivent être conscients que ça vaut aussi pour eux, que peut-être ils ne le sentent pas aujourd'hui parce qu'ils ont une force supérieure militaire, y compris militaire, économique, supérieure à celle des Européens, mais quand même, il y a des limites. Et donc, je crois qu'on doit, encore une fois, renforcer notre capacité économique, militaire, sécuritaire, autonome, mais ça va prendre du temps. Mais d'un autre côté, qu'on ne doit pas brûler les ponts, je ne sais pas ce qu'on dit en français, brûler les ponts avec les Américains et essayer de continuer à bâtir cette communauté de valeurs. Moi, je viens d'Ypres, c'est juste au-delà de la frontière ici, et c'est vrai que les Canadiens, les Américains, c'est eux qui nous ont libérés, et les Polonais. Et donc, naturellement, la première, deuxième guerre, c'est une histoire d'il y a 3-4 générations, et ça commence à devenir plus diffus. Mais par exemple, dimanche, il y avait une course cycliste chez nous, une grande classique cycliste. Les coureurs américains, les coureurs canadiens, ce n'est pas très nombreux,
sont beaucoup plus applaudis que les autres parce qu'il y a ces liens encore avec les Américains, les Canadiens. Et donc je veux souligner ce que l'ambassadeur a dit, que en tant que Français, vous devez comprendre que c'est que cet euro-atlantisme, c'est quelque chose de réel parmi les citoyens moyens de nos pays aussi. Alors justement, c'est la transition parfaite pour ma prochaine question à ambassadeur Cohen à nos côtés. The perfect segue to my question to you. Since you mentioned that the problem that the US or the US administration has currently with Europe is the bottom line, the cost to the US of Europe's security. How is the idea of further European, that we've been discussing here, of further European strategic autonomy met in Washington? Could it, from your perspective, maybe improve relationships between America and Europe? Well, first, let me just say it's not just defense spending that's the problem. I think if you start with the leaders of tech companies who feel like they've been wronged by the European legal system and whose companies have had to pay very large fines, their influence with the White House is significant. And as the Prime Minister said, they're standing next to the President as he signs executive orders. So that is influencing the direction. The other thing in one of the hats that I'm wearing now, I'm a senior fellow at the Atlantic Council. And one of my Atlantic Council colleagues wrote last week, Europe will not be taken seriously by this White House until it develops some key capabilities to take care of its own core national security interests. It's not just the spending, it's the capabilities. And Ambassador Auro will remember we've been talking for almost 30 years about having European defense that is separable but not separate. There are things that Europe cannot replicate that the United States provides. One of them is the nuclear umbrella. And while there is a nuclear capability in France and in the UK, it can't replace what the American nuclear umbrella brings to Europe as a whole. So to keep that nuclear umbrella in place, you need to have American leadership positions at the table. But I would argue that America will embrace it if Europe develops more of the capabilities so that it can take care of its interests when America doesn't feel like it wants to or needs to, and America can plug in and play when it does. The other thing I would say in general is this isn't like the first Trump administration. This administration has fewer centrists. The Congress, the Republicans in Congress are not driving in the traditional conservative Republican Party mode. They're much more in a transactional led by the White House mode, and that means that you need to focus on specific issues with them, not on a values-based argument, because that's not going to resonate. They are also not going to credit you with value for the last successful transaction. Everyone will be taken on its own merits. That's where we are. Ambassador Cohen, since you brought up the issue of the large fines imposed to tech companies recently, that's naturally a question for Tariq, of course. Ces amendes, effectivement, qui ont été imposées aux grands groupes américains, on a, c'est vrai, le sentiment que l'Europe, si elle est une puissance réglementaire et une puissance normative, je dirais, puisque dans le domaine numérique, notamment, elle a vraiment multiplié les textes, on en parlera également au cours de ce forum demain et après-demain, des textes qui sont très largement, je pense à Nice 2 par exemple, les AI Act, DMA, DSA, etc., qui sont très critiqués par l'administration américaine. Vous, de votre point de vue d'entrepreneur de la tech, cette réglementation, elle est nécessaire pour un développement éthique de long terme de la tech européenne, ou elle est un frein à l'innovation? Écoutez, je pense qu'il y a un temps pour la réglementation et puis il y a un temps pour la résilience. On dit souvent que vous avez des gens qui vont réfléchir aux endroits où il faut mettre des extincteurs, et quand il y a un feu, en fait, on se pose des questions différemment. Et si vous voulez, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quand vous parlez de réglementation, je pense qu'on en a raté une, qui est d'ailleurs une conversation que j'ai souvent avec Max Schrems, c'est qu'une des raisons pour lesquelles nous avons ces problématiques de vision différente de la vie privée, nous n'avons pas réussi à construire un espace numérique où les Européens, les Américains ont les mêmes droits, un espace qui nous protège contre le reste du monde.
C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, on n'avait pas réussi à avoir les mêmes adéquations, et c'est ce qui fait d'ailleurs que très souvent il gagne ses procès. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la réglementation, pour la réglementation, n'a aucun sens. Un des sujets les plus importants des 10 prochaines années, c'est ce qu'on appelle en anglais innovation divergence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine part dans une direction nouvelle. Les États-Unis, alors, on parlait tout à l'heure des tech oligarques, mais il faut bien comprendre ce qu'il se joue là-bas. C'est que vous avez l'industrie de défense classique, les Raytheon, tous les acteurs Boeing, etc., vs de ce que j'appellerais the new generation of tech leaders, c'est-à-dire les Anduril, Palantir, qui sont eux, effectivement, proches du président et qui disent, nous, le futur du warfare, c'est le digital. C'est à nous que le département de la Défense doit donner les contrats. On doit travailler dans un mode de start-up. Vous avez Mark Andreessen, qui est un de mes anciens investisseurs, qui joue là-dessus en disant il faut le New American Dynamism. Donc, il y a tout un combat entre les deux en même temps. Et l'Europe, aujourd'hui, est dans une situation où elle doit choisir. L'idée d'un environnement éthique, avec des IA éthiques, est intéressant, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il faut les construire. Il ne faut pas juste en parler. Et le vrai sujet que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a le bon discours, on a la capacité économique, on a la population, on a une puissance, mais on ne développe pas les produits, on n'est pas capable de faire des produits à l'échelle, et donc on dépend de produits qui ont, aujourd'hui, il semblerait, puisque depuis quelques semaines, les big tech ont changé un peu leur position sur certaines choses, des visions différentes. Et ça, c'est vraiment ce qui nous manque, et je pense que c'est là qu'il faut mettre le paquet. Merci. Une question d'ordre plus structurel, je dirais, pour Augustin de Romanet. C'est si dans cette quête stratégique, enfin d'autonomie stratégique auquel l'Europe aspire en ce moment, s'il n'y a pas un rôle plus important à jouer pour notre devise, pour l'euro bien sûr, face à la puissance du dollar, la monnaie de référence mondiale, est-ce qu'il faut une sorte d'euro numérique, une intégration plus forte? Qu'est-ce qui structurellement en termes d'économie là pourrait nous permettre d'avoir cette souveraineté technologique et cette résilience auquel on aspire? Bon, alors, il y a deux questions dans ce que vous me dites. Il y a une question macro qui est l'union des marchés de capitaux, et une question très technique qui est la monnaie numérique. Donc je vais tâcher de répondre de façon distincte. Bon, sur la question de l'euro, ce qui est vrai, c'est que nous avons aujourd'hui tous, Américains comme Européens, des dépenses considérables de transition énergétique, de réindustrialisation, qui supposent que l'épargne qui est disponible en Europe soit réorientée un peu vers l'Europe. C'est un des chiffres les plus populaires du rapport Draghi. Il y a 300 milliards d'euros d'épargne européenne qui part aux États-Unis chaque année. Donc, une chose qui me frappe, moi, en tant que responsable de Paris Europlace, c'est je suis arrivé il y a 5-6 ans, j'étais passionné par l'union des marchés de capitaux. Ça n'intéressait personne. Et depuis 2 ans, alors même que le sujet de la réindustrialisation, le sujet de la transition énergétique commence à prendre de l'ampleur, les responsables politiques s'en sont saisis, heureusement, et l'ont même requalifié, puisque maintenant c'est l'union de l'épargne et l'investissement. Donc tout un tas de sujets, comme la supervision organisée en Europe des institutions bancaires, pour finaliser l'union bancaire, comme le recours à la titrisation. Alors la titrisation, c'est quelque chose qui est un gros mot en Europe, parce qu'on a peur de faire comme les subprimes. Mais on a un moyen d'alléger les bilans des banques en leur permettant de titriser leurs crédits pour faire plus de prêts aux entreprises. Le développement des fonds de capitalisation pour la retraite. Il y a peu de jours, j'étais à Francfort. Les Allemands sont terrorisés par le fait qu'ils n'ont pas de fonds de pension, d'une part, et que leurs entreprises sont achetées par l'étranger, d'autre part. Le fait qu'Unicredit achète Commerzbank, là-bas, c'est une tragédie. C'est un peu comme quand Pepsi voulait racheter Danone en 2005. Donc, la question de la souveraineté est aussi une question de souveraineté financière. Et cette question de souveraineté financière, me semble-t-il, est revenue au premier plan des questions européennes. Et je crois que le Premier ministre Le Terme pourrait me corriger, mais je crois que c'est devenu un sujet qui est techniquement pris en compte par les responsables politiques, parce qu'ils savent bien que derrière la réindustrialisation et la transition énergétique, il y a aussi la question de la dette. Les Américains s'endettent de plus en plus. Nous allons devoir probablement nous endetter aussi. Vous avez vu que les Allemands ont supprimé le frein de la dette qui était pourtant la loi et les prophètes dans leur pays, enfin sont en train de le faire.
Donc cette question de l'euro, instrument de souveraineté, devient un sujet capital. Alors maintenant, la question de l'euro numérique n'a rien à voir. La question de l'euro numérique, c'est un souci des banques centrales d'éviter d'être dépassées par les bitcoins et toutes les monnaies, les crypto-monnaies. Donc les banques centrales se sont très vite dit, si nous-mêmes, banques centrales, n'émettons pas des monnaies numériques comparables aux crypto-monnaies, on va se faire déborder. Acte 1. Acte 2, pendant un moment, les banques centrales ont expliqué que les monnaies numériques banques centrales pourraient être accessibles aux particuliers. C'est-à-dire que M. Haro, vous-même, M. Le Terme, pourraient avoir un compte en euros numériques auprès de la Banque centrale. Alors là, c'est une tragédie, me semble-t-il, parce que vous videz les bilans des banques, donc tous les dépôts bancaires iraient directement dans les banques centrales, et il n'y a plus cette transformation qui permet de faire des prêts grâce aux dépôts. Donc je crois que l'idée de faire un euro numérique est probablement une bonne idée pour fluidifier les relations entre les banques et les banques centrales, mais il ne faut surtout pas s'illusionner, ça n'est pas un produit grand public, et je ne pense pas que ça doive être un sujet grand public, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens ont pu croire. Voilà, j'étais un peu technique, mais c'était pour répondre à votre deuxième question. Effectivement, merci à vous. Il nous reste quelques minutes seulement, hélas, avant d'enchaîner avec nos autres discussions, notre dernière interview de la journée. J'aimerais vous demander, pour conclure, très rapidement, de répondre à la question suivante. Est-ce que l'Europe a les moyens de s'imposer comme une véritable puissance géopolitique dans un monde où c'est le rapport de force qui prime de plus en plus sur le droit et sur la diplomatie? I'll have a different question for you to finish with. Très rapidement. Non, parce que je pense que les 27 pays européens ont des visions géopolitiques, des intérêts géopolitiques, des histoires géopolitiques fondamentalement différents, que lorsque vous dites le mot Russie, ça n'a évidemment pas le même écho à Varsovie ou à Lisbonne. Lorsque vous demandez à un Portugais et à un Finlandais d'où vient la menace, il ne répondra pas de la même manière. Et parce qu'un certain nombre des pays européens sont sortis de l'histoire, considèrent qu'ils ne doivent pas être une puissance, que la puissance, c'est sale, et ils sont peut-être en train de se réveiller du fait de ce qui arrive en Ukraine et de ce qui arrive par ailleurs également à Washington, mais je pense que l'Union européenne peut être une puissance dans tout ce qui sont les questions transversales, hein, le réchauffement climatique, etc., en termes géopolitiques, parce qu'en fin de compte, une puissance géopolitique est fondée sur une armée, fondée sur un peuple. Je ne pense pas que l'Union européenne puisse être une puissance géopolitique. Merci. Augustin de Romanet. Je pense exactement le contraire. Parce que je m'y attendais. Je pense exactement le contraire. C'est 450 millions de consommateurs. C'est 30 000 milliards d'épargne, de stock d'épargne. C'est un PNB par habitant qui est 25 fois celui de l'Inde. Ce sont des valeurs, c'est une culture. Je vais être provocateur jusqu'au bout, puisque Gérard l'a été, je vais l'être aussi. Prenez par exemple toutes les questions de diversité et d'inclusion. Évidemment que le wokisme a eu beaucoup d'excès. Mais évidemment que promouvoir la diversité dans les entreprises, c'est un facteur de progrès, c'est un facteur de compétitivité. Il ne faut surtout pas être excessif. Je serai le dernier des woke, mais l'Europe possède des valeurs beaucoup plus anciennes que celles des États-Unis en termes historiques, qui fait que je pense que le rebond est possible. Et en tout cas, si le rebond ne se faisait pas, ça serait une immense déception par rapport à une jeune génération dont je considère qu'en Europe, elle est exceptionnelle. Je m'arrêterai là parce que je serai trop long. Merci. Tariq Krim. Puissance géopolitique, je ne sais pas, mais moi je crois aussi comme vous que nous sommes une force de stabilité. Et je pense que dans le monde dans lequel on est, en surface de chaos, les choses sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le pense. Et sur le long terme, je pense qu'on a cette possibilité d'être un médiateur, de redevenir un médiateur. Alors, peut-être pas sur le court terme, où les choses ont l'air de partir dans tous les sens. Et que je crois que sur le long terme, les valeurs comptent, et les valeurs de stabilité. Je crois qu'on ne s'habitue pas trop au chaos, et c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas dans d'autres endroits du monde. Et je pense que l'Europe a vraiment cette
capacités. Alors sur l'aspect numérique, je pense que si on arrive à construire des produits qui utilisent ces valeurs et qui définissent ces valeurs, alors je pense qu'on a même une chance de les exporter. On a parlé de technologie, mais on a oublié de parler de culture, qui est essentielle, qui est aussi un soft power extraordinaire, et qui est, à mon avis, qui sera aussi un des points importants pour cette force de stabilité, de rappeler aussi, comme vous l'avez dit, que on sait déjà d'où on vient, à défaut de savoir où on va, et je pense que c'est le travail que doit faire l'Europe. Merci. Monsieur le Premier ministre. Pour être honnête, parfois, entre les deux, mon cœur balance, entre la crainte et l'espoir, donc entre l'ambassadeur et entre M. de Romanet. Je dirais qu'il y a une opportunité pour l'Europe. Naturellement, la géopolitique, c'est de plus en plus une affaire de force et moins de principes et de valeurs. Mais le comportement de M. Trump et de ses acolytes a au moins l'avantage de peu à peu nous donner le monopole au niveau mondial de l'état de droit, de la diversité, du respect pour le multilatéralisme, la lutte pour le multilatéralisme. Et donc, je crois que nous allons avoir une possibilité d'une attractivité supplémentaire jusqu'à, par exemple, garder les talents chez nous, attirer des jeunes talents. Donc, je ne suis pas hyper pessimiste, mais parfois, il m'arrive en effet de craindre que, la dispersion des idées, le manque de... je suis un peu un fédéraliste européen, je m'excuse de ça en France, mais donc l'absence vraiment de structure européenne politique et le fait que l'intégration n'est pas complétée par un pouvoir de décision politique ou vraiment une capacité de gestion de l'économie et des finances, que ça va nous empêcher de vraiment réaliser ce potentiel que nous avons. And a last question to you, Ambassador Cohen. A different one, of course, given your experience in the field of diplomacy in particular. What's key here to not necessarily repair, but at least make the relationship between the US and Europe currently that is under pressure, that is strained, a little bit better? Well, I think a lot of it was covered in what I said before. Think about each transaction on its own merits. Think about how the United States views Europe. And you can see in the comments that we're seeing in the public space, they think about Europe not as a collection of 27 countries, but as one. And when you speak with 27 voices, they see you as weak. And the more you can speak with unity, the more effective you'll be in the transactions with the United States. I know it is a challenge, especially when it comes to issues like foreign policy and defense, but that is really where the key lies, I believe. The less you speak with one strong voice, the slower you move on key issues, the more the United States is going to view you as being relegated to the middle power or smaller power space. Donc une Europe qui parlerait de la même voix. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Merci beaucoup. Merci à tous nos participants pour cette très riche discussion. Et en guise de conclusion, peut-être, pour rebondir sur vos propos, Tariq Krim, vous avez évoqué le fait qu'ici en Europe, on a des talents, on sait innover. Et ce qui manque, effectivement, c'est cet élan pour faire du scale-up. Et bien, ce sera justement l'objet de nos discussions demain et après-demain. Donc, restez bien avec nous pour avoir quelques éléments de réponse. Et un grand merci à vous, monsieur l'ambassadeur Haro. Vous restez à nos côtés pour la prochaine discussion, bien entendu. Un grand merci à vous. Merci.